Donc, on va peut-être commencer par une présentation rapide de qui on est et qui est Lila Consulting. Après, on va attaquer le vif du sujet. Donc, là, en ligne, au niveau de Lila Consulting, on est deux. Il y a moi, donc Gilles Amougal, et donc cofondateur de Lila, et Jérôme Drey, qui est aussi là, qui est aussi cofondateur. On a fondé la société tous les deux. Donc, je vais vous donner, voilà, vous avez nos jolies photos. Alors, je vais vous présenter rapidement Lila. Donc, Lila, c'est une société qui a été créée il y a maintenant 10 ans. On fait que du financement de l'innovation au sens large. On est une dizaine avec essentiellement, apparemment, c'est que des ingénieurs dans la société. On travaille pratiquement qu'avec des startups. 80% de nos clients sont des startups. Et ça depuis le début. Bon, taux de fidélité élevé parce qu'on fait bien notre travail. Mais ce qui est important, en fait, voilà, c'est que de savoir qu'on fait donc tout ce qui est financement d'innovation, aussi bien sur la partie fiscale, c'est-à-dire créer d'impôt recherche, créer d'impôt innovation, statut d'entreprise innovante, etc. Et sur la partie financière, c'est-à-dire la partie financière, c'est tout ce qui est prêt, subvention à l'innovation, donc essentiellement avec des organismes comme la BPI ou les régions. Voilà. Donc ça, c'est pour Lila. Nos valeurs rapidement, éthique, confidentialité. Confidentialité, ça c'est indispensable. L'éthique, c'est que en fait, l'idée, surtout sur la partie fiscale, on ne présente pas de dossier de crédit d'impôt si on considère que le dossier ne tient pas la route. Donc on ne va jamais vouloir forcer le trait. On reproduit la réalité et pas plus, de façon à ce que si vous obtenez des crédits d'impôt en travaillant avec nous, vous ne soyez pas après rattrapé par la patrouille dans le cadre d'un contrôle fiscal. Donc on joue vraiment la sécurité. C'est le dernier en fait des quatre logos au niveau de nos valeurs. Et la réactivité, parce que dans les startups, les gens aiment bien travailler vite. Donc voilà, c'est pas vous nous envoyez un mail, on répond 3 jours après. On est vraiment très réactif. Et voilà, c'est pas des horaires de fonctionnaires. Le soir ou le week-end, il n'y a pas de problème, on est là. Donc voilà. Donc, pour ce webinaire tu veux rajouter quelque chose peut-être, Jérôme, ou je pense que c'est bon? Non, je pense que tu as tout dit. Voilà, Ok, cofondateur avec Gilles depuis 10 ans et très voilà. heureux passionné par l'innovation et passionné par la finance. Voilà. Donc, on aurait bien voulu être parmi vous, mais les circonstances font qu'on va faire ça à distance. Donc, avec quelques bugs au départ, parce qu'on est moins habitué à présenter tous ces trucs-là à distance. Toujours est-il que ce que je voulais vous dire en préambule, vous voyez mon écran, hein, c'est bon, hein? Ouais, c'est parfait. Ok. Nickel. Donc l'objectif ici, c'est pas de vous expliquer comment construire un business plan, parce que ça, vous allez le trouver assez facilement sur Internet. Il y a des tutos, il y a plein de sites qui vous disent comment structurer un business plan. Il y a même des outils qui permettent de le faire. Donc, ce que l'on voulait faire aujourd'hui, c'était plutôt en fait vous donner des conseils pour le réussir. Il faut savoir que moi, j'ai un passé d'entrepreneur puisque j'avais créé en 2000 une startup qui s'appelait à l'époque InFinancials, qui est une plateforme qui me permet de valoriser des sociétés privées sur la base de comparables cotés. Donc, première levée de fonds en 2000. Je suis resté dans la société pendant à peu près, enfin pendant 8 ans. J'ai quitté en 2008. Mais pendant 8 ans, je me suis occupé de toute la partie financement, funding de la société. Donc, j'ai fait des levées de fonds, je sais comment ça marche. Donc, j'ai été moi aussi confronté à la difficulté de faire un business plan et surtout de convaincre des investisseurs. Un business plan, c'est bien, mais la finalité derrière, c'est de convaincre des gens avec. Et on va voir qui. Chez Lila Consulting aussi, comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec des startups. Hein. Donc, on voulait vous faire partager des conseils et vous parler d'erreurs à éviter, parce que nous, depuis 10 ans, on voit des patterns qui se répètent aussi bien au niveau des succès qu'au niveau des échecs. Et c'est des choses aussi dont on va vous parler. Et qui dit business plan pour moi, je vais parler de la partie stratégique du business plan, aussi de la partie financière. Alors, de ce que j'ai vu des présentations qui avaient été faites auparavant, c'était surtout des présentations qui étaient orientées sur la partie chiffrée du business plan. Donc, on vous expliquait comment monter un compte de résultats prévisionnel, un plan de trésorerie, etc. Comment chiffrer ses recettes. Moi, je pense qu'il faut parler de la partie stratégique, même avant de parler de la partie chiffrée, pour une raison très simple, c'est que vous ne pourrez parler de la partie chiffrée de votre business plan que si vous avez réussi à convaincre la personne qui est en face de vous par la partie stratégique, la partie rédigée de celui-ci. Vous allez enlever d'abord votre exec, on va en reparler, mais après votre business plan à un investisseur, il ne va pas commencer par regarder les chiffres. Il va regarder d'abord votre histoire. Si l'histoire, elle sonne bien pour lui, il va aller après dans les chiffres. Mais si au départ, il n'accroche pas
parce qu'il ne croit pas au produit, il ne croit pas à la techno, il ne croit pas au positionnement, il ne croit pas à l'équipe, il n'ira pas voir les chiffres. Donc, on m'a dit, on vous demande de parler du business plan. Donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment parler de cette partie stratégique parce qu'elle est vraiment essentielle. On va aussi aborder la partie financière, mais alors on va faire les deux. On va marcher sur deux jambes dans cette présentation. Alors, il y aura trois parties dans la présentation. La première, c'est on va parler des finalités du business plan. Parce que pour bien faire quelque chose, il faut savoir à qui c'est destiné. Donc, ce sera la première partie. Ensuite, la deuxième, on va parler du contenu. Je vous dis que je n'étais pas là pour vous apprendre comment faire un business plan, mais je vais vous dire quels sont les ingrédients indispensables. Après, la recette, ce sera la vôtre. Parce que déjà, un business plan n'est pas le même suivant que vous soyez sur une innovation technologique, une innovation de service, une innovation en fait plus sur la partie marketing, sur la partie gestion. Donc, les choses qu'on va mettre en avant ne seront pas les mêmes. C'est pour ça que moi, je vais vous parler de 8 choses qui sont indispensables dans un business plan. Après, chacun, en fonction de son savoir, va les organiser comme il le souhaite. Et enfin, la troisième partie, ça va être des conseils à prendre, des erreurs à éviter, encore une fois sur la base de mon expérience cumulée, aussi bien en tant qu'entrepreneur que chez Lila Consulting. On travaille depuis maintenant longtemps avec des startups. Alors, sur cette première partie, le business plan pour qui j'ai identifié en fait 5 personnes qui pouvaient être intéressées, enfin 5 interlocuteurs qui pouvaient être intéressés par votre business plan. Et le premier que j'ai mis, c'est pour soi en fait. Pour soi, parce que comme on va le voir, le business plan, ça permet d'organiser beaucoup de choses et de partir avec les idées claires. Si vous n'êtes pas clair avec vous-même quand vous allez voir un investisseur, soit vous allez mal raconter votre histoire, mais même si vous la racontez bien, quand il va commencer à vous poser des premières questions un peu pointues, vous allez être perdu. Donc le business plan, c'est d'abord pour vous organiser et pour mettre les choses dans le bon ordre. Ensuite, bien sûr, c'est pour vos investisseurs. Aujourd'hui, c'est impossible, sauf si vous avez un track record long comme le bras, de lever de l'argent sans un bon business plan. Ensuite, les organismes publics de soutien à l'innovation. Ça, il faut savoir que si vous allez chercher, et je pense que la plupart d'entre vous vont le faire à un moment ou à un autre, des subventions ou des prêts à l'innovation, vous serez nécessairement à un moment obligé d'aller piocher dans votre business plan, soit pour la partie stratégique techno, soit pour la partie financière du dossier que vous allez monter. Donc, c'est les trois cibles privilégiées, on va dire, du business plan. Après, j'ai mis les partenaires et j'ai mis les banques. Je les ai mis entre parenthèses parce que d'expérience, on ne voit pas souvent des partenaires qui vous demandent votre business plan, sauf si vous êtes vraiment sur un partenaire hyper stratégique et que le gars ne veut pas se mouiller, donc il veut être certain de savoir à qui il a affaire avant en fait, de se lancer dans un partenariat. Et j'ai mis les banques. Les banques peuvent vous le demander, mais de toute façon, c'est pour la vitrine. Parce qu'une start-up, une banque, elle ne lui prête pas d'argent. Vous ne vous ferez pas prêter d'argent pendant plusieurs années, j'espère le moins possible. Mais tant que vous n'aurez pas des fonds propres solides, tant que vous ne commencerez pas à avoir des cash flows positifs, à dégager, en fait, à avoir une activité qui soit stable, avec un chiffre d'affaires récurrent et surtout qui génère des profits. Donc les banques, je les ai mis parce que de toute façon, elles peuvent vous le demander même assez rapidement une fois que vous aurez ouvert votre compte. Mais encore une fois, ça ne sera pas pour obtenir du financement parce que ça ne viendra pas tout de suite. OK. Donc, on va commencer par la première cible de votre business plan, c'est vous-même. Le business plan va vous servir déjà à structurer vos idées. Alors quand je dis structurer ces idées, déjà c'est gérer cette priorité. Il faut savoir que quand on monte une start-up, qu'on va aller chercher de l'argent, qu'on développe un produit, qu'on monte une équipe, souvent en partant de zéro, qu'on parle avec des investisseurs, qu'on essaie d'en convaincre des nouveaux, on essaie d'aller chercher ses premiers clients, d'avoir son premier POC ou ses premières démos. On fait plein de choses et ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, vous aurez peu de temps pour faire ce que vous voulez faire. Vous serez toujours en fait sur une roadmap qui sera tout le temps très serrée en termes de timing. Donc, en structurant ces idées, vous allez d'abord gérer vos priorités parce que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Vous êtes sur un produit avec une intensité technologique relativement forte. Vos premières priorités, ce sera déjà votre techno, de développer votre produit, d'avoir un produit qui commence à tourner, pour pouvoir commencer à le faire tester et puis bien évidemment le vendre. Et puis une fois que vous aurez passé cette première étape-là, vous allez commencer à structurer le reste. Vous pouvez aussi paralléliser. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont très chronophages, notamment la mise au point en fait, d'une bêta.
ça monopolise en général dans une startup qui est une petite équipe tout le monde. Parce que vous avez les développeurs, mais vous avez aussi ceux qui vont faire le cahier des charges en amont, ceux qui en aval vont tester avec plein d'allers-retours parce qu'au départ il y a plein de bugs à corriger. Donc tout ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est important de gérer ses priorités pour pouvoir tout faire dans le bon timing. Ensuite, vous allez cadencer votre projet. Quand je dis cadencer votre projet, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Et ça, c'est une grande règle. Souvent, les gens veulent tout faire tout de suite. Ils ont 10 000 idées à la seconde et en essayant de tout faire en même temps, mais ça ne marche pas. Vous devez avoir des priorités, rester dessus et dérouler les choses telles que vous les avez prévues. Ensuite, quand je dis structurer, c'est que dans le business plan, il y a une partie très importante, on va revenir après, c'est la partie RH. Vous verrez que la partie ressources humaines de votre business plan, pour moi, c'est l'élément clé. Parce qu'un investisseur, avant toute chose, il va investir sur des hommes. Et quand vous allez mettre sur du papier, vous allez coucher sur du papier votre équipe, avec un board qui est là pour vous conseiller, et puis des gens qui vont travailler avec vous, soit des partenaires, soit vos premiers salariés, ben c'est important de se poser pour s'assurer qu'on a la bonne équipe, que les profils sont bien complémentaires et que vous allez bien répondre en fait à vos besoins. Je veux dire par là que si votre projet c'est un projet qui est très techno, et ben si vous n'avez pas un tech dans l'équipe, parce que vous vous dites je vais sous-traiter mes premiers développements, vous aurez trop peu de chances de lever de l'argent. Si vous avez un projet qui est techno, il faut soit parmi les associés un CTO, donc un ingé ou quelqu'un qui ait les qualifications, qui soit capable de manager une équipe tech et de coder au départ, mais c'est fondamental. Si par contre votre produit c'est une innovation de service, avec beaucoup d'ailleurs de marketing derrière, si l'équipe de fondateurs c'est que des ingénieurs, il va manquer un pied. Donc le business plan c'est aussi un bon moyen quand on travaille sur son équipe et qu'on l'a couché sur le papier, de dire est-ce que c'est équilibré ou pas par rapport à mon projet. Ensuite, le business plan, une fois qu'on a structuré, ça permet aussi d'appréhender son marché. Alors, appréhender son marché, ça peut paraître évident parce que, je ne sais pas moi, vous allez développer un produit, vous pensez tout de suite à qui vous allez le vendre. En B2C, c'est peut-être vrai, et encore que, même en B2C, vous avez un marché qui est segmenté. Vous n'allez pas vous adresser de la même façon à la ménagère entre 30 et 50 ans qu'au geek de 20 ans qui passe son temps sur les réseaux sociaux. Donc même quand vous êtes en B2C, une fois que vous avez appréhendé votre marché, il faut bien le segmenter pour savoir quelles approches vous allez avoir pour quelle cible. Mais si vous êtes en B2B, les choses peuvent être plus compliquées parce que quand vous vendez un produit à une entreprise, il ne faut pas penser que vous allez le vendre à l'utilisateur final. Vous avez souvent un premier écran et plus la boîte est grande et plus c'est vrai, ils sont les acheteurs. Et une fois que vous avez passé cet écran, vous êtes référencé dans les sociétés, vous allez pouvoir ensuite aller voir les utilisateurs. Et la façon dont on s'adresse à des acheteurs et la façon dont on s'adresse à un utilisateur final n'est pas la même. Donc appréhender son marché, c'est comprendre à qui on va vendre pour savoir après comment on va vendre son produit auprès de ces gens-là. Ensuite, une fois qu'on a bien appréhendé son marché, alors bien sûr, il y a des questions de volumétrie qu'on va aborder après, parce que ça, dans le business plan, il est super important de pouvoir donner une taille de marché pour les investisseurs, avec après des objectifs de conquête de ce marché. Mais une fois que ces deux premiers points ont été faits, vous allez positionner votre offre. Positionner votre offre, c'est bien comprendre ce que vous êtes par rapport à vos concurrents. Est-ce que vous êtes un nice to have ou est-ce que vous êtes un must have? Et pour ça, il faut savoir qui sont vos concurrents. Moi, je vais vous parler de mon expérience, parce que c'est aussi l'objectif aujourd'hui. En 2000, quand j'ai créé InFinancials avec mon associé, on avait levé à l'époque à peu près 1,5 million d'euros, sachant que sur la durée, on a dû lever à peu près 10 millions d'euros en 8 ans, donc il y a eu beaucoup de funding. Mais la boîte n'a jamais vraiment explosé. Elle a atteint le point mort au bout de 5 ans. Elle a été revendue en 2012 à Infront, une société norvégienne qui vend des flux d'informations en temps réel. Donc, ils ont acheté une brique analytique pour leur plateforme de trading en temps réel. Mais il y a eu en fait 2 ans avant nous une société qui s'appelle FactSet. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans l'analyse financière qui doivent la connaître. Et FactSet avait levé avant nous 50 millions de dollars, 2 ans avant nous. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu parce qu'on avait fait une étude de marché au niveau européen en se concentrant surtout sur les plateformes type Bloomberg et Reuters, qui sont des plateformes qui permettent en fait de faire du trading et qui avaient des briques analytiques très pauvres. Donc on a considéré que nous, ce qu'on voulait faire, c'était un outil de valorisation de société
sur la base de multiples côtés, pouvaient en fait rapidement faire mieux que ces plateformes-là. Et donc, on s'est lancé, mais finalement, on a commencé à développer notre produit, et très rapidement, avant même qu'on ait nos premiers clients, FactSet est arrivé en Europe et a commencé à conquérir des clients avec un produit qui était beaucoup plus avancé que nous, puisqu'ils avaient levé 30 fois plus d'argent que nous, et donc ils étaient beaucoup plus vite. Et finalement, les premiers entrants sur ce marché, ça a été eux, et aujourd'hui, ils font 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, alors qu'InFinancials, aujourd'hui, c'est quelques millions d'euros, mais pas plus, parce qu'on a toujours été des suiveurs et jamais en fait en première ligne. Donc ça, cette erreur-là, c'est parce qu'on n'avait pas été assez loin dans l'identification de nos concurrents. Donc vous, quand vous appréhendez votre marché, vous savoir, vous êtes un produit local, un produit national ou un produit international. Et en fonction de ça, il va falloir aller chercher vos concurrents. Et ça, c'est super important. Vous allez faire aussi un SWOT dans votre business plan, c'est-à-dire que vous allez clairement identifier vos forces et vos faiblesses. Vos forces, vous allez appuyer là-dessus pour faire marcher votre boîte. Et vos faiblesses, eh bien, il va falloir tout le temps faire attention à elles pour vous protéger contre les gens qui vont venir vous agresser sur votre marché. Vous connaîtrez, en connaissant vos points faibles, vous saurez exactement ce que vous devez faire déjà pour essayer de minimiser ces points faibles et comment vous allez vous barricader autour pour défendre vos parts de marché. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, d'accord, et qu'on est clair sur la façon dont on veut faire les choses, comment on va les structurer, comment on apprend son marché, qui on est, qui sont nos concurrents, est-ce qu'on est un must-have ou est-ce qu'on est un nice-to-have, et bien là, on a en fait tous les clés pour pouvoir faire un business plan qui soit bien agencé. Et là, ce business plan, vous allez d'abord l'envoyer, je veux dire presque exclusivement au départ, à vos investisseurs. Alors, votre business plan, c'est votre vitrine. Dites-vous une chose, c'est que les gens ne vont pas vous rencontrer avant de voir votre business plan. C'est la première chose qu'ils vont avoir en main après avoir lu un executive summary. Donc, le business plan, s'il est raté, vous n'avez aucune chance d'avoir un rendez-vous avec l'investisseur et de lever de l'argent. Donc, votre vitrine, ça va être qui vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez faire et comment vous comptez le faire. Ça, c'est les éléments essentiels de votre vitrine vis-à-vis de l'investisseur. Le business plan, ça va être aussi votre démonstrateur. Si vous avez une bonne idée, vous n'aurez pas vous n'aurez l'occasion de lui montrer en live que parce que vous aurez réussi à lui démontrer dans le business plan que c'est une bonne idée. Mais si dans le business plan, vous ne faites pas ressortir les choses qui sont vraiment saillantes par rapport à votre projet, par rapport à votre produit, par rapport à votre techno, ça sera très difficile après de le faire en live. Donc en gros, il faut avoir un elevator pitch dans le cadre du business plan qui marche bien. En quelques lignes, il va falloir attirer tout de suite le regard de la personne qui le lit. Enfin, votre vision, c'est donner une perspective. Un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui sait analyser une situation à un instant T, mais surtout qui a une vision après sur la façon dont il veut faire les choses. Bien évidemment, en sachant vous adapter, parce que dans le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est tout le temps vivant, avec des concurrents qui arrivent, d'autres qui sortent, des clients qui vous plantent, des clients qui arrivent, des technos qui émergent. Donc il faut de toute façon tout le temps s'adapter. Il faut avoir une vision parce qu'il faut vous donner un cap. Et ça aussi, ça doit ressortir dans votre business plan. Peut-être une roadmap techno, une roadmap marketing, on va reparler après. Mais en tout cas, il faut ouvrir la perspective. Donc, je ne vais pas revenir sur les deux autres éléments que j'avais mis tout à l'heure entre parenthèses, les partenaires et les banques, parce que pour moi, en fait, les deux cibles privilégiées du business plan, on va passer à ce qu'on doit trouver dans un business plan, les ingrédients. D'accord ? Non, mais qui se met en premier ? L'executive summary, c'est votre cheval de Troie. Vous allez d'abord l'envoyer à des fonds. Gilles, excuse-moi, est-ce que tu peux préciser ce qu'est l'exec summary? Parce que j'ai une question sur ce sujet. C'est exactement ce qui est sur la slide. Vous la voyez, la slide là? Oui, parfait, vas-y, je t'en prie. C'est mon cheval de Troie, parce que c'est ça que va recevoir un investisseur. C'est une ou deux pages qui va expliquer en fait le projet. On va regarder un petit peu plus dans le détail. Mais c'est ça qui va attirer le regard. Un fonds, ça reçoit des dizaines de business plans par semaine. Ou par mois, suivant les fonds. Mais en tout cas, les fonds en en reçoivent énormément. Il y en a très peu qui sortent du lot. Donc, il faut tout de suite attirer le regard. C'est comme l'elevator pitch. Si vous n'êtes pas capable, dans un ascenseur,
en 2-3 étages de convaincre l'investisseur que vous avez une bonne idée, c'est mort parce qu'il va passer à autre chose parce qu'il n'a pas le temps. Le gars en fait qui reçoit le dossier, il ne va pas passer son temps à lire un business plan de 50, 60 pages, sauf qu'il en reçoit un, il n'a pas le temps, c'est pas possible. Après, ça va passer chez un analyste si vous passez les premiers filtres. Mais au départ, il va s'attacher vraiment sur les choses qui sont saillantes. Et c'est comme quand si vous marchez dans une rue et que tous les magasins ont la même vitrine, eh ben, vous allez vous arrêter nulle part. Donc vous, votre vitrine, elle doit être différente des autres, elle doit ressortir. Donc, travaillez-le vraiment parce que c'est la pièce maîtresse dans votre jeu. Alors, ce business plan, c'est 2 pages maximum. Comme on a dit, il a un seul objectif. Et quand vous le rédigez, il faut vraiment marquer ça sur un post-it et l'accrocher à votre écran. C'est vous donner envie d'en savoir plus. C'est un teaser. Il faut que derrière, l'investisseur ait vraiment envie d'aller plus loin. Et s'il veut aller plus loin, ce sera votre premier rendez-vous. Vous allez présenter d'abord votre projet. Et le projet, il ne faut pas confondre avec l'offre. On a par exemple un de nos clients, c'était Vaneos, je pense que vous devez les connaître. Et Vaneos, c'est une plateforme de voyage. Eux, leur projet, c'était de la désintermédiation du marché du voyage. Donc, sauter l'agence de voyage pour mettre en rapport, en relation directe, l'utilisateur final avec l'agent local. Ça, c'est le projet. Ensuite, vous avez l'offre. Eux, leur offre, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation des voyageurs avec les agents locaux. On voit souvent des entrepreneurs qui n'ont pas bien réfléchi à la question et qui confondent le projet avec l'offre. Mais ce n'est pas la même chose. Le projet, c'est la vision. Et l'offre, c'est la façon dont je vais dérouler ça et dans la façon dont je vais apporter un bénéfice client au consommateur par le biais de ma vision. Ensuite, vous allez aborder le marché. Le marché, c'est les clients potentiels, en insistant bien très succinctement, mais de façon très saillante sur le bénéfice client. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir acheter mon produit? Ensuite, sur le business model, c'est la façon dont je vais gagner de l'argent. Que je vais faire de la vente, de la location, du leasing. Quels sont mes canaux de vente? Très souvent, dans les executive summary et les business plans, les gens ne se posent pas la question de savoir est-ce que je vais faire du direct ou de l'indirect. Or, il y a des métiers où le chiffre d'affaires se fait pratiquement exclusivement par un modèle indirect. Parce que votre produit va être encapsulé dans d'autres produits et vous allez le vendre via des partenaires. On voit souvent ça dans des logiciels, par exemple. Et bien ça, vous devez l'aborder. Parce que suivant que vous développez votre chiffre d'affaires par des canaux de vente directs ou indirects, ce n'est pas du tout la même stratégie commerciale. Ce n'est pas du tout le même marketing, ça n'a rien à voir. Et les gens qui vont s'en occuper aussi ne sont pas les mêmes. Enfin, bien sûr, les chiffres, les objectifs, l'investisseur, il faut le faire rêver. Si vous allez chercher 2 millions d'euros et que vous dites que péniblement, dans 4 ans, vous ferez 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que vous atteindrez à peine le point mort, même si ça sera peut-être la réalité, mais en tout cas, ça ne va pas le faire rêver. Donc, il faut le faire rêver, mais tout en restant réaliste. Et avec 2 lignes. Chiffre d'affaires, EBITDA, c'est tout. Le reste, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails au niveau de l'exec. C'est vraiment 2 chiffres par année en déroulant vos prévisions sur 3 ans idéalement. Et enfin, la stratégie. La stratégie, c'est les facteurs clés de succès. Quelles sont les principales étapes de développement et quels sont en fait quand je dis les facteurs clés de succès, c'est soit votre techno, c'est soit en fait la usabilité du produit, c'est soit en fait peut-être une politique de prix qui est plus agressive que le marché parce que vous avez trouvé une façon de fabriquer quelque chose beaucoup moins cher que les autres, mais ça aussi c'est un élément important. Alors une fois que l'exec est fait, vous l'avez envoyé, vous allez avoir en fait vos premiers retours, et puis un jour vous recevez un mail d'un investisseur qui vous dit tiens, ou un appel, j'ai reçu votre truc, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut se voir? Donc là souvent il va vous demander d'abord le business plan parce qu'il va l'analyser avant que vous veniez en fait. Dans le business plan, la première chose sur laquelle vous devez insister, enfin en tout cas pour moi la plus importante, c'est la présentation de l'équipe. Encore une fois, comme je dis tout à l'heure, un investisseur, ça investit d'abord sur des gens. Si vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, vous n'avez pas la bonne personne à la bonne équipe pour dérouler en fait l'histoire, eh ben ça ne marchera pas. Donc, il faut mettre en valeur l'équipe. Sachez que les investisseurs en général n'aiment pas les gens seuls. Ils préfèrent souvent les gens qui sont en équipe dès le départ, 2-3 personnes, des associés qui sont venus avec des savoir-faire complémentaires. Nous, on voit des fois des gens qui viennent nous voir, c'est 2 commerciaux ou 2 gestionnaires. Ça ne sert à rien. Si vous êtes un bon gestionnaire, votre associé, il ne faut pas que ce soit un gestionnaire. Vous allez vous apporter quoi l'un à l'autre? Si vous avez un produit qui est techno, si vous voulez vendre quelque chose avec une intensité technologique importante, il faut qu'il y ait un tech dans l'équipe de départ. C'est super important. Donc, l'équipe, elle doit être faite en fonction du produit, en fait, en fonction du projet. Et puis surtout, elle doit être mise en valeur.
Alors, être mise en valeur, c'est difficile quand on sort de l'école et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience de se mettre en valeur. Parce qu'on n'a pas encore prouvé beaucoup de choses. Il y a des gens, en fait, parmi vous qui ont de l'expérience, ce sera plus facile. Mais je sais que chez Schoolab, il y a aussi des gens qui sortent à peine de l'école. Donc, comment on peut faire pour se mettre en valeur? Déjà, il faut essayer de recruter des gens dans votre board. Votre board, c'est un comité consultatif qui va venir vous accompagner. Si vous en avez dans vos cercles de relations, il ne faut pas hésiter en fait à les activer, parce que c'est toujours bon d'avoir dans son board, et ça, en général, ça ne coûte pas grand-chose, même souvent rien au départ, des gens qui ont une bonne expérience, qui peuvent être un petit peu, avoir un rôle de mentor pour vous. Et ça, il faut le montrer. La deuxième chose, c'est que l'idéal, c'est d'avoir en fait des bons dans votre équipe. Mais sachez une chose, c'est que vous ne pourrez pas recruter des bons au départ parce que vous n'en aurez pas les moyens. Aujourd'hui, un bon ingénieur, un bon CTO, c'est 150 000 euros par an. Un développeur pointu, c'est entre 80 et 100 000 euros par an. Si vous allez chercher un site de 300, 400, 500 000 euros, même 1 million d'euros, vous ne pourrez pas recruter ces gens-là parce que c'est trop cher pour vous. Sinon, en 12 mois, vous n'aurez plus d'argent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est trouver des gens qui sont bons. Si vous êtes confiant sur votre idée et que vous pensez que vous allez y arriver, c'est les convaincre de vous rejoindre, mais plus tard. Et travailler au départ en collaboration. Ils peuvent très bien, si c'est des gens qui sont en freelance, qui arrivent souvent, vous facturer un jour de temps en temps sur une base de, je sais pas moi, 1000 ou 1500 euros. Donc ça, vous pourrez les supporter. Et puis après, vous faites un accord avec eux en disant que si vous arrivez à lever de l'argent, vous les faites rentrer par des BSPCE, vous les faites monter au capital. Mais si vous avez ces accords avec des bons, bien que vous n'aurez pas les mains de les recruter tout de suite, vous pourrez les présenter dans votre business plan. Et ça, si vous voulez, ça va faire flash. Ça va faire flash et ça va attirer le regard. La deuxième chose ensuite, vous allez devoir un autre élément indispensable du business plan, bien sûr, c'est votre innovation. Je parle d'ici l'innovation parce que je considère que chez Schoolab, tous les gens veulent en fait mettre sur le marché quelque chose d'innovant. Pour parler de votre innovation, il faut d'abord que vous sachiez à quel besoin répondre dans le marché. Il faut identifier le besoin qui n'a pas été répondu dans le marché. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir positionner votre produit. Il y a la notion bien évidemment de time to market, d'être certain d'arriver au bon moment. Mais il y a une notion qui est fondamentale, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, c'est la notion de must-have ou de nice-to-have. Nous, on a des clients, on sait que c'est des must-have. Evaneos, c'était un must-have parce que ils ont vraiment été les premiers à désintermédier le marché du voyage en mettant directement un client avec un agent local. Donc, si vous vouliez construire un voyage au travers d'une plateforme en parlant directement avec un agent local et pas une agence de voyage, il n'y avait pas d'autre choix que de passer par eux. On a eu comme client, avant qu'ils soient rachetés par Trainline, on a eu Capitaine Train dès le début, puisqu'on s'occupait de leur dossier de juillet, après on faisait leur crédit d'impôt recherche. Capitaine Train, ça pouvait être vu sous deux angles. Capitaine Train, c'était en fait un nice to have en termes de confort d'utilisation. C'était des gens, des ingénieurs, tête bien faite, très, très bons techniquement, qui ont compris que Voyage SNCF, c'était le seul site sur lequel on pouvait acheter des billets de train, mais qui avait un problème qui n'était pas, c'était un site qui n'était pas tellement sexy et qui n'était pas tellement ergonomique. Donc eux, ils ont repris l'idée du concept très simple de vendre des billets de train, mais avec une ergonomie, une usability et des fonctionnalités sur le produit qui étaient vachement adaptées à des gens qui avaient l'habitude en fait de la techno, de travailler avec leur smartphone, etc. Donc ils ont gagné beaucoup de gens avec ça. Pourtant c'était un nice to have, mais ils ont pris des parts de marché très vite. Mais c'était aussi un must-have parce que ça a été les premiers à pouvoir vendre un billet sur Internet qui vous permettait de profiter des différents réseaux ferrés en Europe, parce qu'ils ont profité du fait qu'il y a une ouverture du marché ferroviaire et ils ont pu gérer eux-mêmes l'interconnexion entre différents réseaux ferroviaires en Europe. Avec relativement, entre guillemets, quand je dis petit d'affaires, c'est certainement pas le chiffre d'affaires de Voyage SNCF, mais avec ces atouts-là, en quelques années, ils ont revendu leur boîte pratiquement 200 millions d'euros, 390 à Trainline. On a comme client aussi, par exemple, Appen. Appen est arrivé sur un marché où il y avait déjà il y avait Mythic et d'autres applications de rencontres. Maintenant, ça a été les premiers à développer le concept de dire rencontrer qui vous croisez. Donc, si vous mettez sur le plan de l'application au sens large de rencontre, c'est-à-dire que Appen, c'est un nice to have, mais si vous mettez sur le plan de l'accroche, rencontrer qui vous voulez, ils ont été les premiers, en fait. À ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste des sites de rencontre, mais j'ai compris que ça avait été les premiers à faire ça. Donc, auquel cas,
Apple, c'était aussi un must-have, si vous étiez dans cette logique de dire, je vais rencontrer les gens que j'ai croisés dans ma journée. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des nice to have qui peuvent marcher. Un de nos premiers clients, ça a été Sparrow Mail. Sparrow, S-P-A-2-R-O-W Mail, c'est quelqu'un qui a développé un utilitaire de mail pour iPhone, parce qu'il s'est rendu compte, la boîte a dû être créée, je pense, en 2011, en 2012, qu'à l'époque, pour gérer ses mails sur l'iPhone, avec l'application native de l'iPhone, c'était pas terrible. Donc lui, il a développé un applicatif plus sympa, plus smart pour gérer donc c'était une application pour gérer les mails sur l'iPhone. C'était un nice to have, c'était pas un must have, parce qu'on pouvait de toute façon gérer ses mails sur l'iPhone. Mais il a pris des parts de marché assez rapidement, et en 3 ans, ils ont été rachetés par Google plusieurs dizaines de millions de dollars, avec peu de chiffre d'affaires. Mais ils ont fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz, parce qu'ils ont réussi à capter des gens, un peu comme Capitaine Train, avec une interface utilisateur vraiment largement meilleure que ce qui se trouvait jusque-là dans le marché. Troisième élément du business plan, c'est le business model. Le business model, c'est quoi? C'est les sources de revenus, les canaux de distribution, la politique de prix. La politique de prix, en marketing, on parle de l'élasticité des prix. Sur tout marché, il y a une élasticité des prix. Mais dès que vous sortez de cette zone d'élasticité, vous ne pouvez plus vendre votre produit. Donc c'est très important de penser en amont à quel prix vous allez vendre le produit. Et si vous ne le vendez pas assez cher, vous pouvez être pris pour un tocard. Les gens, des fois, ont l'impression que ce qui n'est pas cher n'est pas bon. Donc, c'est pas évident de positionner le bon prix quand on se lance, en fait, sur un marché. Enfin, la rentabilité financière, c'est-à-dire le point mort. Moi, je suis épaté parce qu'on voit des entrepreneurs, des fois, qui ne sont pas capables de répondre à la question quel est votre point mort. Sachez que vous allez voir un investisseur qui le respecte, il va vous poser la question à un moment ou à un autre. C'est quoi votre point mort? Donc, il faut l'évoquer dans votre business model et être capable de dire, voilà, en 2 ans et demi, quand j'aurai vendu tant de milliers d'exemplaires de mon produit, j'aurai couvert mon point mort. Ensuite, le marché. Qui sont vos clients? Quelle est la taille du marché? Quel est le dynamisme que vous procurez pour montrer le dynamisme du marché? Parce que si vous êtes sur un marché qui est déclinant, ça va être difficile aussi de séduire un investisseur. En tout cas, sachez une chose, qu'au niveau du marché, rien ne vaut l'attraction commerciale. Si vous avez vos premiers testeurs, encore mieux vos premiers clients, eh bien, vous pouvez raconter ce que vous voulez sur le marché, dire qu'il fait des milliards de dollars, que vous allez en capter 10% et vous fera un milliard de dollars de chiffre d'affaires dans 5 ans. Rien ne vaut les premiers clients. Ensuite, 5e élément indispensable du business plan, c'est le SWOT. Le SWOT, pas m'attarder là-dessus, mais il est évident que si vous n'êtes pas conscient de vos forces et de vos faiblesses, c'est très difficile d'avancer. Parce que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Parce que si vous n'avez pas identifié vos faiblesses, vous allez aller voir des procès, vous allez voir des clients, vous allez dire non monsieur, je ne peux pas vous acheter votre produit parce que sur cette fonctionnalité, sur cet aspect en fait de l'offre, il y a un problème, ça marche moins bien que ce que font vos camarades sur votre marché. Ensuite, le plan stratégique, c'est la roadmap technique. Où vous voulez amener votre produit au travers de la vision dont on a parlé au début, et la roadmap marketing aussi, qui est importante. Parce que le marketing, c'est de plus en plus fondamental. Et bien évidemment, le marketing en ligne. Aujourd'hui, les gens qui décrochent leur téléphone pour aller chercher des prospects, il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Maintenant, les gens, on les convainc au travers des réseaux sociaux, au travers de l'audience qu'on va créer, au travers du buzz, au travers des réseaux professionnels pour les gens qui sont sur du B2B, essentiellement sur LinkedIn. Mais en tout cas, c'est de l'online marketing. Donc ça, il faut y réfléchir à l'avance pour savoir quels sont les bons outils et puis savoir que vous pouvez avoir un plan stratégique au niveau marketing qui peut être vachement chiadé et efficace sans dépenser trop d'argent. Je dis, vous avez des outils qui ne coûtent pas très cher et qui peuvent vous permettre de faire plein de choses. Ensuite, il y a les prévisions financières. Donc ça, les prévisions financières, il vous faut déjà un PNL à 3 ans. Et ce PNL à 3 ans, si vous allez chercher des subventions ou des prêts à l'innovation, vous en aurez toujours besoin. Ça, c'est une chose, c'est que vous alliez voir en fait la BPI ou les régions, si vous demandez des subventions à l'innovation, on va tout le temps vous demander un prévisionnel à 3 ans. Aujourd'hui, 2020, 2021, 2022. Donc ça, c'est un élément indispensable. Faites-le de façon très synthétique et raisonnez toujours chaque coût fixe, coût variable. Chiffre d'affaires, moins coût variable, moins coût fixe, et ça va vous donner en fait votre BIDA, votre résultat brut d'exploitation. Mais identifiez vos coûts fixes et vos coûts variables. Vous pouvez utiliser des modèles, vous avez des trames comme Fizi, vous avez d'autres outils chez Schoolab que vous allez trouver. Vous pouvez le faire aussi sur Excel. Si vous avez une offre produit qui n'est pas très compliquée à appréhender, ça peut se faire pas trop difficilement sur Excel.
En tout cas, il faut le faire, c'est indispensable. Encore une fois, il faut avoir une perspective sur 3 années parce que ça va vous être demandé. Un plan de trésorerie sur 24 mois aussi, ça c'est pareil. Les organismes publics de financement à l'innovation vous demandent systématiquement un plan de trésorerie sur 24 mois. Donc mettez-le dans votre business plan parce que si après avoir levé des fonds, vous allez voir la BPI pour qu'elle abonde sur votre levée de fonds, vous allez tout de suite en avoir besoin. Et enfin, un plan de financement. Ça c'est indispensable parce que le plan de financement, ça vous permet de voir à quelle échéance vous devrez relever de l'argent. Alors après, vous pouvez rajouter des choses dans le business plan, si vous les avez, bien évidemment des témoignages clients. Ça, c'est de l'or. Des études de marché, si vous en avez. Alors une revue de presse aussi, ça veut dire que vous avez commencé à faire du buzz. Et puis bien sûr, le CV détaillé des dirigeants, si vous avez des choses intéressantes à raconter sur leur expérience. Enfin, le dernier point, qui est évidemment à mettre dans le business plan, c'est l'opportunité d'investissement pour l'investisseur. Déjà, c'est votre valo. Comment vous valoriser votre boîte? Donc là, par exemple, vous voulez lever 1 million d'euros et que vous avez valorisé votre boîte à 3 millions d'euros, ça veut dire qu'en levant 1 million d'euros, vous allez lever 25% du capital. C'est 3 millions de valo, plus 1 million de levée, ça fait 4. Et 1 rapporté à 4, ça fait 25%. Donc, cette valorisation, il va falloir la justifier. Tire ça du chapeau et penser que l'investisseur va dire « Ok, très bien, j'y vais ». Donc, il faut réfléchir en amont sur quels éléments vous vous basez pour sortir cette valorisation. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc dire combien vous recherchez et il va falloir aussi expliquer dans le business plan comment vous souhaitez utiliser les fonds en grande masse. Mais c'est indispensable aussi. Toujours pareil, on ne va pas vous confier de l'argent si on ne sait pas ce que vous allez en faire. Et dernier élément, il faut penser à la perspective de sortie. Il faut savoir que les fonds d'investissement, les FCPI, ça c'est certain, et même des fonds étrangers, ont des perspectives d'investissement qui sont en général entre 4, 5, entre 4 et 8 ans au maximum. Pour les FCPI, c'est 8 ans, parce qu'au-delà de ça, ils sont statutairement obligés de sortir de leurs investissements. Donc, il faut montrer qu'il y a une perspective de sortie dans cet horizon. Si vous dites que dans 20 ans, vous serez une super boîte, ça n'intéressera pas les investisseurs. Donc, ça aussi, c'est un élément qu'on doit voir dans le business plan. Donc, une fois qu'on a tous ces ingrédients, alors je reviens, donc, la pièce maîtresse, je vous dis votre cheval de Troie, l'executive summary, qui va vous permettre de rentrer chez l'investisseur. Après, vous avez les ingrédients qu'on doit trouver dans le business plan. Bon, encore une fois, vous allez organiser comme vous le voulez. Mais une fois que tout ça est travaillé et que vous arrivez à faire quelque chose qui va être convaincant, eh bien, il y a des choses qu'il va falloir éviter et il y a des conseils qu'il va falloir prendre. Donc, c'est la troisième partie de la présentation. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est mettez-vous à la place du VC qui va recevoir votre BP. Quand on écrit quelque chose, mais c'est valable pour tout, mais là encore plus, mettez-vous à la place d'un gars qui reçoit, j'en sais rien, 50 business plans tous les mois, voire 100. Ça arrive sur sa boîte mail, il va l'ouvrir, il va regarder ça en 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce qui fait que pendant les 2 minutes qu'il va passer sur votre exec ou sur votre business plan, son regard va s'arrêter? Donc ça, il faut réfléchir en amont. Et n'hésitez pas à le faire relire. C'est super important. Faites relire votre business plan, pas pour corriger les typos, l'orthographe, mais pour savoir si la personne qui l'a relu, elle a eu envie en fait d'aller plus loin. Donc essayez de vous adresser à des gens, non pas vos parents ou vos frères et sœurs, parce qu'ils vont avoir un regard trop complaisant, mais sur des gens qui ont une vision un petit peu intéressante, qui connaissent un petit peu toutes ces questions de stratégie d'entreprise. Et n'hésitez pas à vous faire critiquer parce que c'est comme ça, vous allez pouvoir faire quelque chose de convaincant. Et donc, par ça, vous allez atteindre l'objectif principal de l'exec et du business plan, qui est de dire comment je vais sortir du lot. Deuxièmement, associez-vous à un profil complémentaire au vôtre. J'en ai déjà parlé dans la présentation, mais je reviens là-dessus parce que c'est vraiment super important. Encore une fois, on a vu il y a 2 semaines des gens qui sont venus nous voir avec une offre produit intéressante, mais c'était 2 commerciaux. Moi, je leur ai dit, mais les gars, j'ai un problème, quoi. Alors qu'ils allaient dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros sur les 24 premiers mois pour développer la plateforme liée à leurs produits. J'aurais dit, mais il y a un problème. Comment vous voulez lever de l'argent avec une configuration pareille? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si vous êtes dans cette logique de dire que votre V1, vous allez la sous-traiter, ça va être rapidement l'enfer parce que dès que vous allez vouloir faire des modifications, vous allez être tributaire de votre sous-traitant et vous allez devoir payer. Et ça,
ça va vous faire perdre du temps et de l'argent. Et quand vous lancez une boîte, vous pouvez perdre ni temps, ni argent. Et ça m'amène au troisième point. Et je l'ai mis en gras parce que c'est essentiel dans la vie d'un entrepreneur, ou encore plus d'une startup, c'est cash is king. Cash is king, c'est une des baselines d'un des fondateurs, d'un des plus grands fonds en fait d'investissement. Et c'est quelque chose d'essentiel. Si vous n'avez pas de cash, vous êtes mort. Donc il faut avoir le cash, un œil sur votre cash tout le temps et surtout de façon prospective. C'est-à-dire que vous connaissez votre burn rate, vous savez combien de cash vous consommez tous les mois. Eh bien, il faut tout le temps avoir en tête combien il me reste de cash. Et on va le voir après. On va le voir après dans la partie erreur à éviter. Mais ça doit conditionner la façon dont vous allez préparer votre financement à venir. Parce que si vous vous réveillez trop tard, il y a des temps incompressibles pour lever de l'argent. On va en parler après. Et si vous êtes en dehors des clous, eh ben vous serez dead. Ça ne marchera pas. Ensuite, faites attention au love money. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui vont aller chercher du love money. Le love money, c'est qui? C'est vos proches. Votre famille, des fois, même souvent. Et puis, c'est vos amis. C'est des gens que vous connaissez bien. Le love money, ça c'est une chose. C'est que si la boîte décolle pas rapidement, qu'elle stagne, ou qu'elle, bien, encore plus, si ça se passe pas bien et que l'aventure s'arrête, même si elle stagne et que vous voulez relever de l'argent dans une configuration où finalement vous n'avez pas délivré ce que vous deviez délivrer, le love money va se faire lessiver direct. C'est la lessiveuse. Parce que vous allez peut-être relever de l'argent, mais les investisseurs vont dire on remet tous les compteurs à zéro. Et les compteurs à zéro, c'est tous les premiers investisseurs qui sont venus, qui ont apporté des 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros pour lever vos 200 ou 300 000 euros de love money au départ. Tous ces gens-là, ça va partir en fumée. Parce qu'en général, ils ont rarement les moyens de suivre. Sauf si vous adressez à des investisseurs qui ont de l'argent, qui ont des poches profondes, et qui sont des gens avisés. Ils savent très bien que quand on investit dans une startup, il ne faut pas tout mettre tout de suite. Parce qu'on a souvent un investissement qui va se faire sur la durée. Donc, ils vont investir 20 ou 30% de leur mise au départ, ils vont garder le reste pour suivre derrière. Mais souvent, quand vous adressez à des gens très proches qui mettent de l'argent, qu'ils vous aiment et pas parce qu'ils aiment votre projet, eh ben, le love money, ça ne se passe pas bien, ça va disparaître. Et des fois, ça peut créer des gros problèmes vis-à-vis de gens qui ne vont pas comprendre qu'au bout d'un an, vous leur disiez, ou de 24 mois, ben, tu as tout perdu. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. Enfin, dernier point, il faut privilégier toutes les sources de financement qui ne sont pas dilutives. Ça, c'est un peu notre fonds de commerce chez Lila Consulting. Je vous dis qu'on travaille sur la partie financière du financement d'innovation, c'est-à-dire les subventions et les prêts. Mais il faut toujours avoir en tête que dans la vie de votre start-up, vous allez avoir deux types de financeurs. Il y a les VC et vous avez les organismes publics de financement d'innovation qui vont vous donner soit des subventions, petites au début, type InnovUp, etc., mais qui peuvent aller en grandissant si vous avez un projet de plus en plus ambitieux, et puis aussi beaucoup de prêts à l'innovation. Mais ça, le gros avantage par rapport à l'innovation, c'est que ce n'est pas dilutif. Donc, la dilution, c'est quoi? La dilution, c'est une perte de contrôle de votre société, d'accord? Et donc, ça signifie que si votre boîte marche, le jour où vous allez la revendre, ben, vous allez devoir partager le fruit de cette revente avec des gens à qui vous avez donné des parts. Donc, si vous levez de l'argent par du financement public qui n'est pas dilutif, eh bien, chaque pourcent de dilution que vous aurez économisé, le jour où vous allez revendre votre boîte, va se transformer en cash. Et ce qu'il y a de très fort aussi dans ces financements-là, c'est que comparé à une banque, si vous allez voir une banque, même quand vous êtes une boîte installée, vous allez devoir mettre des cautions perso quand vous allez emprunter de l'argent. Et souvent, la première caution perso, c'est votre appartement. C'est-à-dire que si le projet ne marche pas, vous n'arrivez pas à rembourser, ben, on peut vous faire saisir votre bien le plus important. Alors que dans le financement public de l'innovation, la caution, c'est l'État. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rembourser. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la caution, in fine, c'est l'État. Ça signifie que, après, si ça ne marche pas, vous ne remboursez pas. Vous avez peu de chances de retourner les voir et qu'ils vont prendre de l'argent derrière. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins dangereux. Donc, il faut privilégier ces sources de financement, encore une fois, parce qu'elles ne vont pas vous diluer. Elles vont protéger au maximum votre capital à venir, qui est votre sortie le jour où vous allez revendre votre société. Et puis, en termes de garantie et de caution personnelle, c'est très light. Et en plus, c'est pas cher. C'est en général des taux qui sont extrêmement faibles par rapport à ce que va vous proposer une banque. Maintenant, sur les pièges à éviter. Déjà, le premier piège à éviter, c'est penser qu'on est seul au monde. Nous, on voit souvent des gens qui nous disent « Ah, je suis premier à faire ce que je fais. Non, j'ai pas de concurrent. T'es sûr? Non, j'ai pas de concurrent.
Puis on rentre au bureau, 4-5 mots-clés sur Google, et puis on trouve tout de suite des offres qui sont soit très proches, soit au pire qui sont exactement les mêmes. Donc là, on sait qu'on a affaire à des gens qui avaient peut-être une idée qui était intéressante au départ, mais ils n'ont pas fait leur étude de marché pour savoir qui est-ce qu'il y avait autour de cette idée, quoi. Quel était leur marché et qui était leur concurrent. Ils auraient vu qu'il y avait déjà des gens sur l'histoire. Pensez aussi, quand vous faites votre étude de marché, de la faire au niveau technologique. Je vais en parler tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. C'est ce qu'on appelle faire un état de l'art. Plus votre projet est technologique, plus il faut faire un état de l'art. L'état de l'art, c'est ce qu'on fait nous quand on monte des dossiers de crédit d'impôt recherche. Mais l'état de l'art, c'est aller voir dans toutes les bases d'informations disponibles où se situe en fait quelles sont les tendances technologiques et quelles sont les avancées technologiques de mon domaine. Donc vous allez trouver ça sur des papiers, sur des sites avec des papiers de recherche scientifique, sur des blogs, sur des forums, sur des bases de données de brevets aussi. Les brevets, ça peut être un bon indicateur des fois au niveau de la recherche. Mais en tout cas, c'est important de le faire pour savoir si vous êtes en avance, si vous êtes en retard d'un point de vue technologique par rapport à ce que font les gens qui sont à l'avant-garde du marché. Donc je reviens aux points qui sont dans ma slide. Ne pensez pas que vous êtes seul au monde, parce que si vous l'êtes et que c'est vraiment le cas, vous êtes le futur Mark Zuckerberg. Deuxième point, il ne faut pas vouloir faire tout de suite. Soyez focus. On a plein d'idées, il y a des gens qui ont 10 000 idées à la minute, mais ça ne marche pas comme ça le business. Le business, c'est j'ai une idée, je la développe, je suis focus, et je vais m'afficher comme le spécialiste de cette idée sur mon marché. Et sachez une chose, c'est que si un jour les gens viennent vous voir, parce que sur une niche, vous êtes le spécialiste, et bien après, ça va être très facile de leur vendre d'autres choses. Si par contre, vous voulez faire tout de suite et que vous êtes moyen dans tous les domaines, personne ne viendra vous voir. En étant focus, vous vous donnez la possibilité d'être une référence sur un segment de marché, sur une niche même, et après, sur la base de cela, vous allez dérouler la pelote, vous allez chercher d'autres business, parce que les gens vont vous voir, les gens vont venir vous solliciter, et vous serez vu, vous serez connu, vous serez une référence. Ensuite, l'autre piège à éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ignorer son point mort. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur point mort. Donc ils brûlent, les ventes décollent, mais au moment où ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus ils n'ont plus les ressources pour financer en fait leurs dépenses. Donc identifiez bien vos coûts variables. Il y a des coûts directs, il y a des coûts induits quand on développe quelque chose, mais qui peuvent être aussi variables en fonction des ventes. Il y a des coûts fixes. Il ne faut pas les oublier. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que je vais en parler dans le point d'après, mais souvent les gens sous-estiment leurs besoins. Ça, c'est très fréquent. Les gens sous-estiment leurs besoins aussi bien en ressources humaines qu'en coût en général. Donc c'est le point que je voulais voir juste après. C'est quoi le piège à éviter, c'est de sous-estimer ses besoins. Moi, je vois régulièrement des gens qui ont un business plan avec un chiffre d'affaires qui va doubler tous les ans et qui ont une augmentation de 10% de leurs coûts. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas, sauf dans le monde des bisounours. Mais quand votre chiffre d'affaires augmente, eh bien, vos coûts vont augmenter. Vos coûts vont augmenter déjà parce que il vous faut de plus en plus d'argent pour aller chercher de plus en plus de clients. Un client, ça coûte. Il y a un coût d'acquisition des clients. Il y a un coût de maintien des clients et tous les services de support. Et puis, il y a un coût derrière après de suivi des clients au niveau après-vente. Vous aurez de toute façon besoin de gens pour suivre la relation avec les clients. Et quand votre boîte va se développer, vous allez avoir besoin de ressources pour aller chercher de nouveaux clients. Vous allez avoir besoin de ressources pour gérer les clients existants et les garder et les satisfaire. Et ça, les gens n'y pensent pas. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a des postes qui sont oubliés, comme le suivi de la relation. Alors après, ça dépend des produits que vous vendez. Ça peut être du SAV ou autre chose. Mais il y a des gens qui vont être destinés à parler avec vos clients existants. Et plus vous allez développer votre boîte, et plus vous en aurez besoin. Donc, c'est l'avant-dernier point, c'est sous-estimer ces coûts de SAV de suivi de la relation client. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le problème de l'anticipation trop tardive de la prochaine levée de fonds. Je vous dis tout à l'heure cash is king. Vraiment, s'il y avait un truc que je devais marquer, que je marquerais en fait sur les murs d'une startup, c'est ça. Parce que si vous n'avez pas de cash, votre cash c'est votre sang. Si vous n'avez pas de sang, vous mourrez. Si vous n'avez pas de cash, vous mourrez. Et levée de fonds, il faut savoir une chose, c'est qu'entre le moment où vous commencez à y travailler et le moment où vous avez l'argent sur votre compte, c'est au minimum 6 mois, mais des fois ça peut être 12 mois. Pourquoi ça peut traîner? Déjà parce que si vous n'êtes pas un must-have, vous êtes un nice-to-have, vous allez mettre du temps pour convaincre des investisseurs. Après, il peut y avoir des discussions sur la valo, il peut y avoir des discussions sur le pacte d'actionnaires,
Il peut y avoir des discussions sur l'équipe en amont. Un investisseur veut dire, moi, je rentre, mais il va falloir en fait modifier votre équipe parce que pour moi, elle ne correspond pas à votre projet. Après, il peut y avoir des obstacles juridiques. Même de bloquer de l'argent auprès de la banque, ça prend du temps. Il faut délivrer un certain nombre d'éléments juridiques pour que la banque sorte l'argent du compte séquestre. Donc tout ça mis bout à bout, ça prend du temps. Or, si vous avez plus que 3 mois de cash, eh ben, vous n'aurez pas le temps de faire une levée de fonds. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que font les gens? Ils font ce qu'on appelle un bridge, un financement relais. Mais le financement relais, ça coûte très cher. Une banque, en général, elle ne vous prêtera pas. Et si c'est les investisseurs, ils vont le faire à des conditions super dures. Parce qu'ils savent très bien que si vous n'accordez pas ce financement relais, vous allez mourir. Donc ils peuvent très bien vous mettre des conditions de relution en vous disant je te prête de l'argent pour les 3 prochains mois, mais je vais avoir une relution à 100% sur mon prochain investissement. Donc tout ça, pourquoi? Parce que vous n'avez pas anticipé votre prochaine levée de fonds. Donc même si vous n'êtes pas un financier, c'est pas compliqué d'avoir un fonds sur son burn rate. Parce que vous allez voir assez rapidement, une fois que l'équipe est constituée, combien vous allez dépenser tous les mois. Vous savez combien vous avez de cash, le chiffre d'affaires il va varier, d'accord? Mais vous allez voir, quand vous allez commencer à rentrer vos premiers chiffres d'affaires, vous allez faire des prévisions qui doivent essayer de coller au maximum à la réalité, même si personne ne peut prévoir l'avenir. Et sachez qu'un business plan, de toute façon, ça ne sera jamais ce qui va se passer. Une vitrine. Et dans la réalité, vous n'allez jamais faire exactement ce qui est marqué dans le business plan. Pas ça l'idée. Mais malgré tout, quand vous êtes dans votre rôle opérationnel de manager d'une startup, vous devez tout le temps avoir un œil sur le cash et anticiper les choses. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que je vous ai dit juste avant que le business plan, ça ne va jamais se passer comme vous l'avez prévu. Mais malgré tout, il faut vendre du rêve. Parce que n'oubliez pas, c'est la rue avec les vitrines. Vous marchez dans une rue, toutes les vitrines sont les mêmes, vous rentrez nulle part. Si vous mettez un peu de temps et que vous accrochez par rapport aux autres, vous rentrez dans votre boutique. Là, c'est pareil. Dans votre exec ou dans votre business plan, il y a des choses qui sont vraiment saillantes. J'ai une bonne équipe, j'ai des bons technos, j'ai une bonne vision, j'ai un produit qui adresse un vrai besoin, j'ai un bénéfice client qui est avéré, je suis un must-have ou un nice-to-have avec beaucoup de promesses. Vous pourrez en fait pousser la porte de l'investisseur et commencer à rentrer dans le process de levée de fonds. Mais malgré tout, il faut garder les pieds sur terre. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous pensez que votre chiffre d'affaires va augmenter de 300% chaque année, sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie dans le développement du chiffre d'affaires. C'est très difficile, il y a des paliers. Il y a les 500 000 euros, 1 million d'euros, 5 millions d'euros, 10 millions d'euros, tout ça, c'est des paliers à passer. Et des fois, vous allez avoir des inflexions de la courbe. Vous allez mettre 1 ou 2 ans avant de passer chaque palier. Donc les choses ne se font pas de façon linéaire. Sauf pour des gens comme Facebook qui a une croissance linéaire de son chiffre d'affaires, enfin même exponentielle. Mais dans la réalité, c'est extrêmement rare. Donc vendez du rêve tout en gardant les pieds sur terre. Ensuite, analysez bien votre marché. Sachez qui sont vos concurrents, ceux qui sont là et ceux qui risquent d'arriver. Sachez vous positionner en termes technologiques, que ma techno elle est vraiment en avance par rapport à mon marché. Est-ce que je ne vais pas me faire attraper demain matin parce qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que moi, ils vont facilement en fait faire un upgrade technologique de leurs produits pour me devancer. Donc il faut vraiment bien comprendre quel est votre marché, qui sont vos concurrents, et ce que vous allez apporter. Et enfin, identifiez vos facteurs clés de succès. Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir demain? On a dit, Capitaine Train, c'était la usability, c'était l'interconnexion. D'autres, ça va être leur techno. Ils savent très bien, parce qu'ils ont déjà un format autour d'eux, qui sont vraiment les premiers, à proposer une telle ou telle techno sur le marché. Donc ça, c'est un facteur clé de succès. Vous avez des super développeurs. Vous avez comme associé un CTO qui est une bombe atomique. Tout ça, c'est des facteurs clés de succès. Il faut les identifier pour jouer là-dessus, pour pouvoir en fait aller le plus vite possible et porter votre projet le plus loin possible. Voilà, donc moi, j'ai fini ma présentation. On m'avait dit 1 heure, je pense que j'ai dû faire un peu moins. Mais encore une fois, j'ai de partager mon expérience et celle de Jérôme, notre expérience collective au travers de Lila et mon expérience en tant qu'entrepreneur, pour vous montrer qu'il y a des choses qu'il faut éviter, il y a des choses qu'il faut nécessairement faire. Et globalement, ce que je veux vous dire, c'est que lancer son entreprise, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vivre des expériences qui sont vraiment incroyables parce que vous allez avoir en fait une excitation, des joies que vous n'aurez jamais en tant que salarié dans une boîte, sauf si vous êtes à un niveau avec énormément d'autonomie, mais c'est très rare.
Et voilà, c'est une belle aventure. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle aventure, encore plus la start-up, parce que quand on lève des fonds et qu'on a vite des moyens pour pouvoir se développer rapidement, on peut faire des super choses et très vite. Donc, allez-y, foncez. Il n'y a aucune chose qui résiste à la volonté. Gardez ça toujours en tête. Il n'y a rien qui peut résister à la volonté. Vous pouvez déplacer des montagnes si vous avez la volonté de le faire. Et la force de persuader donc les gens qui sont en fait les gens que vous allez voir. Mais vous avez un champ d'action devant vous qui est pratiquement illimité. Alors bonne chance à tous.